Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Les titres de votre journal. 5 vice-présidents et 2 questeurs en plus du règlement adopté. L'Assemblée nationale fin prête pour un fonctionnement normal. Depuis hier 11 janvier, les 125 députés tiennent une session inaugurale qui s'est donc poursuivie ce 12 janvier avec le vote des vice-présidents de la 7e législature. Un important lot d'explosifs saisis par la brigade ville de gendarmerie de Bascuit. Cela se passe en pleine capitale. 3 individus ont été interpellés grâce aux informations fournies par une victime de l'explosion survenue en juillet 2015 à Larlé. Ils s'adonneraient à l'importation et à la commercialisation illicite d'engins explosifs. La session inaugurale du Parlement burkinabé s'est donc poursuivie ce 12 janvier avec l'élection des 5 vice-présidents et des questeurs. Maître Benewende Sankara de l'UNIRPS en est le premier vice-président. Le poste de deuxième vice-président échoue à l'UPC tandis que le troisième revient au CDP. Plus de précisions avec Roger Kam et Evelyne Dabiré. Premier vice-président Sankara Benewende du groupe Burkinabé. Deuxième vice-président, le député Ouattara Lona Charles de l'UPC. Est-ce qu'il est là? Oui. Troisième vice-présidente, la députée Bunkumu Juliette du CDP. Quatrième vice-président, le député Tamboura Ousseni du MPP. Et cinquième vice-président, la députée Konaté Salmata du MPP. Ce sont là les 5 vice-présidents de l'Assemblée nationale du Burkina. Élus par leur pairs, ces candidats ont d'abord été proposés aux 125 députés présents. Puis chaque député à l'appel est passé dans l'isoloir, puis a voté à bulletin secret. Même procédé pour le choix des 2 questeurs. Et ce sont les députés André Zombré du MPP et Désiré Traoré du groupe Burkina Lim qui ont été retenus. Un autre point à l'ordre du jour à l'hémicycle a été la présentation des groupes parlementaires constitués et de leurs présidents. Juliette Bonkungu, président pour le groupe parlementaire du CDP, Alitou Ido pour l'UPC, Alassane Sakandé au compte du MPP, Marie-Rose Ouedraogo pour le groupe Paix, Liberté et Réconciliation et Issa Bari pour le groupe Burkina Lim. Et pour cette année 2016, les présidents des 6 commissions générales et spéciales, dont la commission des affaires étrangères et des Burkinabés à l'étranger, celle de la sécurité, du développement économique, de l'éducation et de la jeunesse, puis des droits humains, ont été désignés par acclamation. Chaque député a été prié par le président de l'Assemblée de s'inscrire dans une des commissions qui concourent au travail législatif et au contrôle de la mise en œuvre des politiques publiques. Elles peuvent aussi se saisir de toute question d'intérêt national conformément au texte en vigueur. Cette séance inaugurale se poursuivra demain 13 janvier avec à l'ordre du jour l'élection des 8 secrétaires parlementaires. C'est dans l'après-midi d'hier que la session a débuté. Les députés de la 7e législature ont à l'unanimité adopté le nouveau règlement de l'Assemblée nationale. Réunis donc en plénière, ils ont examiné puis adopté les 173 articles qui composent ce règlement. La présente législature est désormais apte à fonctionner normalement. Issaka Oudraogo, Hortense, Evelyne Yelemo. Si vous en convenez, par acclamation, adopter la résolution qui porte le règlement de l'Assemblée nationale. C'est par ces acclamations que les députés ont adopté à l'unanimité le règlement de l'Assemblée nationale, un texte qui a valeur de loi organique et qui comporte 173 articles. Il est inspiré essentiellement du règlement de la 5e législature, entendez par là la législature avant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, à quelques différences près. Nous avons voulu, à travers ce règlement, que tous les partis, sensibilités politiques soient représentés dans les commissions. Et ça, c'est pourquoi nous avons amené 6 commissions. Et ces 6 commissions reprennent en réalité les préoccupations du peuple burkinabé, à commencer par les questions de santé, d'emploi, de la jeunesse.
Dans sa globalité, le règlement prévoit l'élection de 5 vice-présidents, de 6 commissions générales et bien d'autres innovations. En fonction des attentes de notre peuple, en fonction de l'insurrection, on a introduit qu'à chaque début de session, il faut chanter le litanier. On a introduit par exemple la déontologie, en ce qui concerne donc le député, dans ses rapports avec les tiers, mais aussi dans les rapports entre députés, pour mettre au devant l'exemplarité de comportement, la probité du député. Je pense que le règlement intérieur, déjà la base sur laquelle nous avons travaillé sont les règlements des législatures précédentes. Donc nous avons déjà une très bonne base et nous avons vu comment apporter quelques améliorations pour notamment améliorer les conditions dans lesquelles le travail parlementaire peut être fait. Donc il y a quelques améliorations, mais sur le fond, l'essentiel est le même que les législatures précédentes. Cette nouvelle loi organique devrait être remise à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité. Et c'est en principe aujourd'hui que devraient être élus les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale. Il y a eu 241 cas de corruption électorale constatés par le Réseau national de lutte anticorruption lors du double scrutin du 29 novembre dernier. Des cas de corruption qui se sont avérés à travers la distribution de sommes d'argent et de carburant. Le réseau a convié la presse autour d'un déjeuner pour également soutenir l'idée d'un audit de la transition. Le point avec Adama Guiti et Boum Ernest Nebier. Le RENLAC, le Réseau national de lutte anticorruption, a au cours de ce déjeuner de presse livré 2 principales informations aux hommes de médias. Il s'agit des résultats de son observation des élections présidentielles et législatives passées et l'organisation d'audit de la gestion de la transition. Un audit doit être organisé. Cette investigation permettra à chaque acteur de répondre de ses actes. En ce qui concerne l'observation des scrutins présidentiels et législatifs, le RENLAC dit avoir constaté plusieurs cas de corruption électorale et les acteurs les plus cités sont l'UPC et le MPP. À titre d'exemple, le 9 novembre 2015, au secteur 5 de Bobo-Dioulasso, des responsables du MPP ont assuré le paiement de carburant à tout véhicule voulant assurer le transport des participants au meeting avec l'obligation de coller des affiches du parti et de porter des t-shirts aux couleurs du parti. Le 9 novembre 2015, au secteur 3 de Kaya, des responsables du parti UPC ont offert des frais de carburant, 1 000 francs par moto, et des frais de restauration, 1 500 francs par personne, à des participants au meeting. Lors de la campagne électorale selon le RENLAC, beaucoup de partis politiques n'ont pas respecté la réglementation en vigueur. À la lumière de tout ce qu'il a pu constater, le RENLAC a formulé des recommandations parmi lesquelles le renforcement de la sensibilisation des différents acteurs politiques sur le contenu des différentes lois et dispositions en vigueur en matière électorale. Je vous le disais en titre, la brigade ville de gendarmerie de Basse-Cuire a découvert un trafic d'explosifs dans la commune de Ouagadougou. 3 individus ont été présentés à la presse ce matin, présumés auteurs d'importation, de détention et de commercialisation d'engins explosifs. La brigade de gendarmerie précise que l'interpellation a été rendue possible grâce au renseignement d'une victime de l'explosion qui avait secoué le quartier Larlé. Explication Moussa Oudraogo, Mounkundabiri. Un arsenal d'explosifs entreposé dans une cour d'habitation. L'œuvre est d'Abdul Draman Kaboré et de ses compagnons qui s'adonnaient à la vente illicite de ces engins dans le quartier Amdalaï de Ouagadougou où ils détenaient un magasin de stockage. Il aurait peut-être fallu l'explosion de l'armée pour que l'une de ces victimes alerte la gendarmerie sur l'existence de cette activité. Grande fut notre surprise de découvrir dans une cour d'une maisonnette dont l'une était habitée par des élèves et l'autre servant de magasin de stockage d'engins explosifs. Une fouille du magasin au secteur 8, quartier Amdalaï, et une perquisition effectuée à son domicile à Tampoui ont permis la saisie de 7 750 détonateurs, de 5 940 charges explosives de type A, et de 49 rouleaux de cordons détonnants.
Selon les spécialistes, ces engins sont destinés à une exploitation minière et leur manipulation en milieu urbain peut se révéler dangereuse. Cette charge seule, lorsqu'elle s'explose, si à 100 mètres vous n'êtes pas à l'abri, vous êtes exposé. Un détonateur seul, normalement la distance de sécurité c'est 20 mètres. Raison pour laquelle c'est important de les isoler. Là, en cas d'explosion, en tout cas, il y a moins de dégâts. Ces 3 individus seront conduits devant le procureur pour la suite de la procédure. En attendant, la gendarmerie en appelle à la collaboration de tous pour mettre fin aux pratiques mafieuses. Un autre exemple de l'importance de la communication. Ce matin, plusieurs camions sont allés nettoyer le canal de Zogona. La semaine dernière, une de nos équipes de reportage faisait le constat d'une décharge sauvage en plein cœur de la capitale. La direction du développement durable y a initié un enlèvement de cet tas d'ordures, non sans en appeler à la responsabilité de tous. Le constat avec Nongba Kouda et Relwende Céline Ilboudo. Le canal de Zogona a enfin débarrassé de sa décharge. La direction du développement durable de la commune de Ouagadougou a mobilisé une dizaine de camions et de pelles chargeuses pour éliminer ce qu'elle a qualifié de dépotoir sauvage. Nous, on ignorait l'existence de ce dépotoir d'ordures. Sinon, on a mis en place un planning qui nous permet vraiment de procéder à l'élimination de l'ensemble des dépotoirs d'ordures de la ville de Ouagadougou. Et pour les riverains du canal de Zogona, c'est un véritable débarras. Nous, vu que tu vois ça, si c'est devenu propre, vraiment, nous, sommes contents. Oui, franchement, je dirais que c'est un ouf de soulagement pour nous. Parce que ce n'était pas facile avec, vous voyez, on fait de la restauration juste derrière. Et vraiment, on est très content de ce qui se fait. Dans sa lutte contre l'insalubrité dans la ville de Ouagadougou, la direction du développement durable a pris des dispositions pour veiller et traquer ceux qui transforment les espaces publics en décharge. Rien qu'hier, nous, on a mis la main sur 5 charrettes. Que nous avons transféré au niveau de la police municipale et les propriétaires seront obligés vraiment de payer la contravention avant de rentrer en possession de ce matériel qui a servi à... c'est 22 000 francs CFA par charrette. Et chaque fois qu'un jour de retard supplémentaire, le propriétaire doit payer 2 500 francs. En plus. Ces ordures enlevées des abords du canal de Zogona seront acheminées au centre de traitement et de valorisation des déchets pour un traitement approprié. À Zignaré, le ton a été donné pour 5 années d'action autour de la sécurité alimentaire. L'ONG APIL, appuyée de partenaires étrangers, s'intéresse à l'élevage. C'est ainsi que 200 acteurs du domaine ont reçu des équipements qui pour installer et qui pour sécuriser leurs unités d'élevage. Voyons cela dans le détail avec Gérard Sommet et Draman Guéné. Salam Ouedraogo est aux anges. Nous sommes à Zignaré. Ce paysan du plateau central qui se débrouillait jusque-là avec les moyens de boire pour produire, reçoit ici un équipement complet pour installer son unité d'élevage. Le geste est de l'ONG APIL, Action pour la promotion des initiatives locales. Nous, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de capables. Si on a eu des erreurs comme ça, nous, on doit avancer. Les femmes, elles aussi, sont bénéficiaires de l'accompagnement de l'ONG APIL, dans le cadre de son projet Innovation et mobilisation pour la sécurité alimentaire. Cela va nous permettre de prendre beaucoup soin de nos animaux, les barils que nous avons eus. L'autre, c'est pour mettre de l'eau. L'autre aussi, c'est pour mettre du foin pour les animaux. Ces dons de ce matin ne sont que le début d'une série d'activités en faveur des producteurs du centre nord et du plateau central. Les 200 éleveurs ce matin vont recevoir chacun, en tout cas en ce qui les concerne, 6 tôles, un portillon, une porte et 3 sacs de ciment qui vont les permettre d'aménager leur étable afin de pouvoir faire l'élevage. Dans les mois prochains, nous allons les doter des animaux, soit 4 têtes par ménage. Le projet Innovation et mobilisation pour la sécurité alimentaire de l'ONG APIL est financé par une fondation canadienne à hauteur d'1,2 milliard de francs CFA. Il va s'exécuter entre 2015 et 2020 au profit de 1000 agriculteurs et éleveurs de 5 communes du centre nord et du plateau central. Ces bénéficiaires disposent certainement d'un téléphone portable. Grâce à cet outil, ils pourront recevoir des informations agrométéorologiques pour mener à bien leurs activités. C'est en tout cas ce que prévoit Agromed Toolbox, dont le fonctionnement est présentement dévoilé à Ouagadougou. Amado Ilboudo, Mounira Kéré pour plus de précisions. Agromed Toolbox est le nouveau outil qui sera enseigné aux participants à cette rencontre.
C'est un ensemble de logiciels et de méthodes utilisés par les services agrométéorologiques avec pour objectif de collecter et de transmettre les données par le téléphone portable. Nous avons pensé qu'il était opportun de penser justement, de mener des réflexions, voir comment on peut justement intégrer justement ces nouvelles technologies dans le dispositif de collecte des données agroclimatologiques. Nous avons donc développé un outil pour répondre à cette préoccupation. Et l'atelier d'aujourd'hui nous permettra justement de transférer cet outil au Burkina Faso. L'utilisation de AgroMen Toolbox doit permettre à ces agents de fournir les bonnes informations au bon moment pour un meilleur suivi de la campagne agricole. C'est un outil qui donne de l'espoir dans la mesure où le système même mis en place au niveau de la Direction générale de la météo n'est pas opérationnel. C'est-à-dire que les données sont collectées au niveau des stations et consignées dans des documents. Et ce n'est qu'à la fin du mois que ces documents nous parviennent. Cette session de formation de 48 heures a réuni des experts et des agents chargés de la collecte et de la transmission des données agrométéorologiques. Une initiative du Centre régional AgriMen pour lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région. Ouvrons à présent la page culture de cette édition. La 18e édition de la Semaine nationale de la culture est en préparation dans les différentes régions du pays. Dans les Hauts-Bassins, 136 troupes de la province du Houé sont en compétition et parmi elles l'une d'elles donc est constituée par des élèves malentendants de l'Institut des jeunes sourds du Faso. Betty Bienaon et Kadou Rumenki ont assisté à une séance d'entraînement de ces jeunes prodiges. Regardez. À la conquête du passeport pour participer à la 18e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2016. La troupe constituée d'enfants malentendants de l'Institut des jeunes sourds du Faso, à l'instar des autres troupes, se mobilise pour franchir haut les mains l'étape des éliminatoires. Nous avons commencé ces entraînements il y a déjà 3 mois et demi. Notre objectif, c'est de faire sortir ce que nous faisons ici, c'est de faire voir aussi ce que nous faisons ici. C'est-à-dire que même après les Semaines nationales de la culture, il faut que les gens sachent que ces enfants-là, ils sont disponibles pour faire des prestations dans les cérémonies ministérielles ou dans les manifestations des festivals. Candidat au ballet pour jeunes, tout est mis en œuvre pour une bonne concorde de la gestuelle. Comme ils n'entendent pas, et ils s'inspirent maintenant des gestes que je fais, qui va avec la musique en me regardant pour essayer de danser. Et c'est comme ça qu'on arrive à les amener à danser au rythme de la musique. C'est notre deuxième participation à la Semaine nationale de la culture. À l'édition passée, on a eu le 3e prix et aussi on a eu le prix spécial de l'Assemblée nationale aussi. Notre espoir ce soir à la compétition, c'est d'abord être qualifié pour les phases finales. Si on a la chance aussi d'être lauréat encore, ça nous fera plaisir. Pour ces éliminatoires, 136 troupes dans la province du Houé sont en compétition dans diverses disciplines, entre autres le ballet, le slam, la musique traditionnelle instrumentale et la vedette de la chanson traditionnelle. La cité du Cavalier Rouge ne compte pas rester en marge de cette édition 2016 de la SNC. À Koudougou, 8 disciplines artistiques sont retenues et les challengers ont plus d'un tour dans leur sac. C'est ce qu'ont pu constater sur place à Koudougou, Roger Kam et Mouankoun Dabiri. À quelques heures de la compétition, les préparatifs vont bon train. Ici, au théâtre populaire de Koudougou, l'on s'affaire au dernier réglage. Dès 8 heures, artistes et encadreurs prennent le pouls de la scène. On essaie de parfaire ce qui ne l'est pas encore. Chaque troupe affûte ses armes pour la circonstance. Les répétitions se passent très bien. Depuis une semaine, ceux qui sont à Koudougou vraiment viennent ici pour se préparer. Et hier nuit aussi, on était là avec l'ensemble des troupes de Koudougou. Sur la scène sont attendus plus de 500 artistes pour 8 disciplines en compétition. Vous avez pu assister à l'arrivée des différents artistes. Beaucoup sont en train de rentrer aujourd'hui et nous attendons à tout nombre cassé, près de 522 artistes. Du côté des organisateurs, tout est mis en œuvre pour la bonne tenue de l'événement. Cette semaine régionale de la culture, Koudougou la veut grandiose et les différentes commissions sont à pied d'œuvre pour relever le défi. Nous avons mis en place plusieurs commissions, commission finance, commission programmation,
commission mobilisation. Donc ces différentes commissions se réunissent régulièrement et nous travaillons ensemble. Cette année, nous avons aussi la foire que nous initions au niveau de la région du Centre-Ouest. Pour l'instant, chacune des troupes s'active avec pour seul objectif de décrocher une place pour la grande messe de la culture à Bobo-Dioulasso. À l'international, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à New York sur le sort de Madaya, ville rebelle assiégée par les forces pro-Bachar al-Assad. À l'issue de la rencontre qui s'est tenue à huis clos, les Nations Unies préconisent l'évacuation de 400 personnes qui se trouvent dans une situation critique. 44 camions chargés de nourriture, de médicaments et de couvertures, l'aide humanitaire a enfin pu entrer dans la ville syrienne de Madaya, une ville aux mains des rebelles, assiégée par les forces gouvernementales depuis 6 mois. D'après Médecins sans frontières, la famine y a fait 28 morts depuis début décembre et le chef des opérations humanitaires des Nations Unies demande à pouvoir évacuer ceux dont la vie ne tient qu'à un fil. Nous avons identifié environ 400 personnes qui doivent être évacuées immédiatement, a-t-il annoncé. Nous devons le faire et leur fournir le plus tôt possible des traitements médicaux, sans quoi elles risquent de perdre la vie. L'ambassadeur syrien auprès de l'ONU accuse, lui, les rebelles de voler la nourriture destinée à la population. Ce qui est dit sur la situation humanitaire à Madaya est basé sur de fausses informations. Le gouvernement syrien n'a bloqué aucun convoi d'aide humanitaire, au contraire. Nous avons envoyé beaucoup de convois et nous avons demandé à l'ONU d'en envoyer plus. Des vidéos montrant des enfants décharnés circulent sur les réseaux sociaux. D'après des témoignages, certains se nourrissent d'herbes ou fouillent les poubelles. Au total, 400 000 Syriens seraient pris au piège dans des villes assiégées. Les autorités mexicaines ont dévoilé des images saisissantes de l'assaut qui a conduit à la capture du baron de la drogue, El Chapo. La vidéo qui témoigne de la violence de l'opération a été filmée par les forces spéciales du raid ayant mené l'assaut. Une scène digne d'un film d'action qui n'aurait pas été sans déplaire à Joaquín Guzmán. Les autorités mexicaines ont diffusé hier la vidéo de l'arrestation du célèbre narcotrafiquant surnommé El Chapo, une vidéo filmée par la caméra portée par l'un des agents. Le renseignement mexicain a visiblement réussi à localiser ce baron de la drogue après avoir suivi l'acteur américain Sean Penn et une vedette locale, Kate Del Castillo, qui se sont entretenus avec lui. Après cet échange de tirs, qui a eu lieu dans la localité de Los Mochis, Joaquín Guzmán a réussi à s'échapper par ce tunnel avant d'être rattrapé par la police, qu'il aurait essayé d'acheter. El Chapo n'en est pas à sa première tentative d'évasion. Il s'est enfui 2 fois de la prison de haute sécurité d'Altiplano, où il est à nouveau incarcéré. Mais cette fois, la justice mexicaine a accepté la demande d'extradition des États-Unis. Parmi les sujets qui ont été traités par les quotidiens de ce jour figure l'audit de la transition accordée par le président du Faso. La demande de la liberté provisoire du candidat à l'élection présidentielle nigérienne Ama Amadou a également été commentée par les journaux lus pour nous par Aimé Solange Guigma. Les journaux du jour décortiquent la demande de l'audit de la transition accordée par le président du Faso. Le chef de l'État demande un audit de la transition, affiche Sidoya. Et pour cause, Roch n'a pas apprécié la gestion financière de la transition, estime l'Express du Faso. Pour le pays, le nouveau locataire de Kosiam entend réaffirmer sa volonté de lutter contre la corruption au pays des hommes intègres. Pendant ce temps, le soir se pose la question à savoir jusqu'où peuvent aller Pablo Thieba-Kaba et ses mentors du MPP dans cet exercice tant prôné d'audit de la transition. Pour le Canard, arriver à le faire sans discrimination aucune paraît à l'avance difficile. Mais si le gouvernement du MPP réussissait sur ce terrain des comptes et de la traque de ceux qui ont criminalisé l'État sur la transition, ce serait une concrétisation de son engagement à la rupture et au redressement du pays. Le dit audit devrait être livré fin février, début mars, précise l'observateur Palga. Les parutions du jour se sont également intéressées à l'actualité internationale, dont le jugement de l'ex-président du Parlement nigérien, Ama Amadou. Ainsi peut-on lire dans les colonnes du journal Le Quotidien, pas de remise en liberté pour Ama Amadou, qualifié de prisonnier candidat à la présidentielle par l'Express du Faso.
Pour le pays, il est victime de ses propres turpitudes. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très belle soirée sur la télévision du Burkina.